Lance l'enregistrement. Voilà, l'enregistrement est lancé. Encore bienvenue à tous les copropriétaires qui nous rejoignent à l'instant. Je vais faire un partage d'écran de ma présentation justement dédiée à Easy Syndic. Je la mets en mode plein écran. Si ça veut bien fonctionner, voilà. Et normalement, vous me voyez toujours dans un petit encadré avec la présentation PowerPoint derrière. Bienvenue encore donc à tous les copropriétaires qui nous rejoignent. Je suis Jason Lacroix, responsable commercial. Je fais partie de la direction d'Easy Syndic et l'objectif de ces séances Meet and Greet, c'est de pouvoir vous parler de nos services. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez certainement déjà reçu pas mal d'informations de notre part dans le cadre d'une éventuelle demande d'offre où vous avez eu l'opportunité et la possibilité de vous inscrire à ces séances mensuelles donc, que nous organisons tous les mois afin de faire connaître Easy Syndic, afin éventuellement de répondre aux questions de chacun. Pour les copropriétaires qui nous rejoignent encore à l'instant, cette vidéo de présentation se déroulera en deux parties. Première partie, présentation de nos services. Une fois que la présentation est terminée, il y aura une petite séance questions-réponses. Vous avez donc prévu à cet effet un onglet questions-réponses dans lequel vous pouvez poser vos questions en direct, donc tout au long de la présentation, ou éventuellement après. De toute façon, je donnerai le signal au moment où on arrive à cette séance questions-réponses. Donc, vous aurez l'opportunité de poser vos questions en direct. Je lirai les questions et ce de manière totalement anonyme. On ne vous entend pas, on ne vous voit pas. C'est le seul moyen de communication afin de respecter justement les données à caractère personnel des copropriétaires. On met un point d'honneur à cela. Et donc, le question-réponse, c'est vraiment le seul moyen de communication. Ça peut être des questions qui concernent votre copropriété ou des questions qui concernent directement nos services. Mais donc, deux phases. Première phase, présentation d'Easy Syndic. Deuxième phase, séance questions-réponses avec l'apport des derniers éclaircissements si ça s'avère être nécessaire. Euh, Pourquoi est-ce que nous organisons des séances d'information sous forme de meet and greet digital? Justement, on le sait mieux que quiconque, le fait de désigner un syndic professionnel est une décision importante, a des implications financières sur les copropriétaires. Il nous paraît donc important de pouvoir vous expliquer notre mode de fonctionnement, notre philosophie et notre modèle spécialement dédié à la gestion des petites copropriétés, puisque comme vous le savez certainement, Easy Syndic se concentre sur la gestion des petits immeubles de maximum 19 lots, mais on y reviendra rapidement tout à l'heure. En tout cas, si vous avez déjà eu l'occasion de vous balader sur notre site internet, vous avez sans problème pu retrouver cette information. Avant d'attaquer et de rentrer dans le vif du sujet avec ce qui vous intéresse le plus, en l'occurrence nos services, j'aime bien toujours faire une petite piqûre de rappel sur l'importance et surtout l'obligation d'avoir un représentant légal et donc un syndic. Vous le savez certainement, dès qu'un immeuble est soumis au régime de copropriété et d'indivision forcée, il y a l'obligation d'avoir un syndic. Et pour ça, vous avez deux options qui s'offrent à vous. Première option, c'est de passer via l'intermédiaire donc d'un copropriétaire qui agirait en tant que syndic bénévole au sein de la copropriété. Deuxième possibilité, c'est de passer par un syndic professionnel. Attention, j'insiste sur la responsabilité. Ce sont exactement les mêmes responsabilités et les mêmes obligations, que ce soit pour un syndic professionnel ou un syndic bénévole. C'est le régime donc de copropriété et d'indivision forcée qui s'applique, un article de loi donc dans le Code civil qui doit être respecté, appliqué tant du côté du syndic bénévole que du syndic professionnel, et donc tant d'un point de vue administratif, comptable, financier, technique ou juridique. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'en tant que syndic bénévole, celui-ci doit souscrire à une assurance RC pour couvrir les éventuels manquements ou les éventuelles fautes commises dans le cadre de l'exercice donc de sa mission, au même titre qu'un syndic professionnel. Donc ça, c'était juste pour une petite piqûre de rappel et d'insister sur l'importance de la responsabilité et essayer de conscientiser un maximum les copropriétaires que lorsque c'est même géré en interne par un copropriétaire qui agit de manière bénévole, eh bien, on ne fait pas n'importe quoi et il y a donc tout l'aspect juridique sur le régime de la copropriété et donc de l'indivision forcée qui doit être respecté. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet et ce pourquoi vous êtes là ce soir, à savoir nos services. Et donc notre modèle de fonctionnement, notre concept vraiment à la carte spécialement dédié à la gestion des petites copropriétés
Comme je vous le disais tout à l'heure, Easy Syndic, c'est vraiment un syndic dédié pour les copropriétés de moins de 19 lots. Et donc, l'idée d'Easy Syndic, c'est de permettre, dans notre philosophie et dans ce modèle à la carte, de permettre aux copropriétaires de bénéficier d'une forme d'autonomie, d'indépendance au cœur même de la copropriété, et donc d'avoir un syndic qui est là pour assurer donc cette fonction de syndic et de respecter toute la loi en matière de copropriété, mais surtout de permettre aux copropriétaires, s'ils le souhaitent, d'avoir les cartes en main et de limiter l'intervention du syndic s'ils le souhaitent, limitant ainsi une éventuelle facturation en cours d'année et donc d'avoir le contrôle total sur ce que représente le syndic en termes d'honoraires, et ce d'année en année, hein, puisque quand je parle d'année en année, c'est toujours en fonction de l'exercice comptable de la copropriété, et chaque année, il y a évidemment une clôture dans laquelle on retrouve toutes les charges et dépenses de la copropriété sur une période d'un an, mais j'y reviendrai également dans le cadre de cette petite présentation. Mais donc, Easy Syndic, syndic à la carte, dédié petite copropriété, qui permet de garantir de l'autonomie, de l'indépendance dans le chef justement des copropriétaires. Et donc notre modèle se distingue par la mise en place de trois catégories de prestations. Vous voyez d'ailleurs apparaître à l'écran ces trois catégories de prestations. Nous avons les prestations usuelles, nous avons les prestations complémentaires et également la reprise en gestion de votre copropriété. L'idée de cette vidéo de présentation, c'est de parcourir chacune de ces trois catégories et de vous expliquer à quoi il faut s'attendre en termes de services pour chacune de ces trois catégories pour que vous ayez une vue claire et précise de l'ensemble de notre offre et de ce qu'on peut proposer aujourd'hui sur le marché en termes de gestion au quotidien des copropriétés. On va tout de suite attaquer avec la première catégorie, ce que moi je considère comme étant véritablement le long fleuve tranquille de votre copropriété. C'est vraiment la gestion courante telle qu'on peut la retrouver dans tous les immeubles que nous avons en gestion. C'est quoi concrètement? C'est la gestion administrative, comptable et financière. C'est tout ce qui est donc réception, paiement, encodage des factures, gestion des comptes bancaires tout au long de l'année, gestion des contrats récurrents que vous avez au sein de la copropriété. C'est également tout au long de l'année la tenue de la comptabilité. Et quand je parle de comptabilité, ça couvre également la clôture comptable annuelle. Donc, on ne fait pas de décompte trimestriel sur charge. On fonctionne avec un système de provisions qui sont toujours identiques tout au long de l'année. Et une fois par an, Easy Syndic s'occupe de clôturer les comptes et de dresser des décomptes individuels pour chacun des copropriétaires. Ce qui est important dans le cadre de l'établissement de ces décomptes, c'est que on retrouve, que vous soyez copropriétaire, bailleur ou occupant, le détail des charges qui doivent être obligatoirement prises en charge par le propriétaire, mais également la quote-part occupant. Donc, si vous êtes propriétaire bailleur, vous avez une vue directe sur l'ensemble des charges et des dépenses que vous pouvez répercuter, donc imputer à votre locataire dans le but de régulariser en fonction des charges communes qu'il vous paye en fonction du bail qui a été mis en place avec ce dernier. Et donc, l'idée justement de cette clôture comptable annuelle, c'est également de procéder à la vérification des comptes. Vous le savez certainement, nous, en tant que syndic, eh bien, notre travail doit être vérifié d'un point de vue comptable et financier une fois par an. Ce rôle de vérificateur aux comptes est généralement endossé par l'un des copropriétaires qui a la responsabilité et le rôle de vérifier notre travail dans le but d'approuver ou non les comptes en assemblée générale une fois par an, donc à chaque assemblée générale ordinaire. En parlant d'assemblée générale, vous voyez que son organisation et la tenue de cet AG fait également partie de cette première catégorie, à savoir les prestations usuelles. Et donc, quand on parle d'assemblée générale ordinaire, eh bien, ça couvre donc cette réunion annuelle qui doit obligatoirement avoir lieu. Donc, ici, syndic s'occupe de tout, de convoquer les propriétaires, d'établir un budget, un ordre du jour, mettre nos salles à disposition pour la tenue des AG sans frais supplémentaires. Vous avez effectivement le syndic présent à chaque assemblée générale qui est là pour rédiger le PV et retranscrire toutes les décisions prises par les copropriétaires au moment de la réunion. Évidemment, suite à l'AG, on envoie toutes les informations aux différents copropriétaires avec tout ce qui est appel de fonds, provisions, fonds de roulement, fonds de réserve, appel de fonds extraordinaires s'il y a lieu de financer certains travaux ou autres. Donc ça fait vraiment partie de cette première catégorie, donc la gestion courante, les prestations usuelles. Ce qu'on retrouve également dans cette première catégorie, vous le voyez sur la présentation, c'est une permanence téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En fait, on travaille avec un système d'appel d'urgence qui s'appelle Octopus que vous pouvez joindre à tout moment.
Nous, chez Easy Syndic, on est joignable tous les jours de la semaine, hein, du lundi au vendredi de 9 h à 12h30 par téléphone, par mail l'après-midi évidemment, mais les week-ends et jours fériés, lorsqu'il y a des urgences à régler ou lorsqu'il faut intervenir rapidement, eh bien, vous avez cette permanence téléphonique qui est à disposition, que vous pouvez solliciter et auprès de laquelle on renseigne toute une base de données de prestataires qui sont susceptibles de pouvoir intervenir en cas d'urgence. Que ce soit un problème de serrure avec la porte d'entrée de l'immeuble, un problème d'électricité dans les communs, s'il y a lieu de procéder à un débouchage, un curage, une panne d'ascenseur, etc., etc. Eh bien, vous avez cette possibilité d'appeler ce centre d'appel d'urgence et en fonction du problème qui est constaté et relayé par le propriétaire qui fait appel à cette ligne d'appel d'urgence, il y a un prestataire qui est sollicité, à qui on demande d'intervenir rapidement dans le but de solutionner le problème constaté au sein de la copropriété. Par rapport à cette base de données de prestataires, évidemment, on a une base de données de prestataires par défaut avec lesquels on a l'habitude de collaborer et dont on sait qu'ils fournissent un travail qualitatif avec des prix quand même euh, concurrentiels sur le marché. Évidemment, si vous avez des prestataires de confiance avec qui vous avez l'habitude de travailler en fonction des contrats aussi que vous pouvez avoir au sein de la copropriété au moment où on engage notre responsabilité, donc au moment où on reprend la gestion de l'immeuble, on peut tout à fait renseigner ces prestataires-là aussi. Je sais pas moi, si vous avez quelqu'un de la famille, un ami, quelqu'un dans la copropriété qui est électricien, plombier, chauffagiste, eh bien, on peut tout à fait renseigner ces prestataires-là. Attention, j'insiste, il faut quand même qu'ils soient susceptibles de pouvoir intervenir en cas d'urgence et capables de pouvoir intervenir en cas d'urgence. Quand on est confronté à une fuite d'eau, s'il y a lieu de procéder à un débouchage, à un curage, on ne peut pas évidemment intervenir une semaine après. Donc, dans les 24-48 heures, il faut une intervention, ce qu'on garantit évidemment avec les prestataires avec lesquels on a l'habitude de travailler. Donc, il faut bien s'assurer de ça avant de renseigner au centre d'appel d'urgence des prestataires qui sortent, entre guillemets, de cette base de données par défaut, telle que nous la connaissons et telle que nous l'imposons, entre guillemets, par défaut dans les copropriétés au moment où on reprend la gestion donc, de l'immeuble. Et donc, toute cette gestion courante, administrative, comptable, financière, l'organisation de l'Assemblée générale annuelle et cette mise à disposition de lignes d'appel d'urgence, eh bien, cette gestion est couverte par un montant mensuel que vous voyez apparaître à l'écran, montant qui varie en fonction de la configuration de l'immeuble. Plus il y a d'appartements, moins ça coûte cher par lot, donc ce montant est dégressif. Et l'idée, justement, c'est de répartir, entre guillemets, ce montant mensuel entre les propriétaires, normalement en fonction des quotités. Là, j'indique un prix par mois, par lot, puisqu'au moment de la remise d'offre ou au moment où je parle ce soir, eh bien, je ne connais pas toujours les quotités que représentent les copropriétaires individuellement. Donc, c'est purement indicatif, ce prix par lot par mois, puisque normalement, ce sont les quotités que vous représentez individuellement au sein de la copropriété qui s'appliquent et tel que c'est repris dans les statuts de la copropriété et plus précisément dans l'acte de base, hein, avec la description de tous les lots, etc., que ce soit les appartements, entrepôts, bureaux, garage, cave, etc. Mais donc, ce montant est mensuel à diviser en fonction des quotités entre les différents copropriétaires. Tous les montants que vous allez voir apparaître à l'écran et tous les montants dont je vais vous parler sont les montants nets réellement facturés. On n'a pas de TVA à ajouter au montant que je vous présenterai pendant cette petite vidéo de présentation. Donc, première catégorie, prestations usuelles, long fleuve tranquille, tout est rose, tout va bien, il n'y a rien je vais dire, d'extraordinaire à gérer en cours d'année. C'est vraiment la gestion courante de votre immeuble. Deuxième catégorie, généralement celle qui intéresse également le plus les copropriétaires et peut-être qui suscite aussi pas mal d'interrogations, ce sont les prestations complémentaires. Comme son nom l'indique, en réalité, ce sont toutes ces prestations qui sortent du cadre de cette gestion de base dont je viens de vous parler. Tout ce qui est dépannage, urgence, demande de devis, suivi de chantier, réception de travaux, gestion d'un dossier sinistre, d'un contentieux ou d'une procédure urbanistique avec un architecte ou autre, eh bien, toutes ces prestations complémentaires sont totalement à la carte. D'où notre concept et ce dont je vous parlais tout à l'heure, avec cette philosophie de pouvoir faire bénéficier aux copropriétaires d'une certaine autonomie, d'une certaine indépendance et de pouvoir mettre la main à la pâte pour limiter l'intervention du syndic. Et donc, ces prestations complémentaires sont à la carte et vous avez donc la possibilité de pouvoir les assurer vous-même et de les gérer vous-même entre copropriétaires. L'objectif, évidemment, de ce système à la carte, c'est de permettre à la copropriété d'éviter une facturation complémentaire si le syndic serait mandaté ou sollicité pour de la gestion technique supplémentaire en cours d'année.
Évidemment, si la copropriété fait le choix de gérer en interne, eh bien alors à ce moment-là, on n'intervient pas, on ne s'occupe pas de ces démarches supplémentaires, on va juste se contenter de gérer l'aspect peut-être financier et comptable des factures engendrées par votre suivi entre copropriétaires. Si par contre Easy Syndic est mandaté pour une demande extra en cours d'année, hein, que ce soit de manière prévue ou imprévue, quand je dis imprévu, c'est donc peut-être une urgence qui survient en cours d'année pour laquelle il faut agir rapidement, ou prévu quand on a une discussion ouverte avec les copropriétaires en assemblée générale et où on planifie la réalisation peut-être de certains travaux ou de certains projets au sein de l'immeuble. Eh bien, quand effectivement on s'est discuté avec les copropriétaires et vous décidez de nous mandater, eh bien, Easy Syndic va facturer le temps passé en plus dans les dossiers. Au niveau des prestations complémentaires, c'est assez simple. On travaille un petit peu à l'image d'un avocat, c'est-à-dire qu'on facture à un tarif horaire de 84 euros de l'heure, mais toujours facturé par tranche de 10 minutes. Donc, une heure entamée n'est jamais une heure facturée. Si on passe 10, 20 ou 30 minutes dans un dossier, on facture les 10, 20 ou 30 minutes réellement prestées. Toujours à la demande de la copropriété, chaque prestation complémentaire est détaillée. Donc, il y a un véritable pouvoir de contrôle au moment de la clôture annuelle, donc le travail du vérificateur, de dire, OK, ben, le syndic a facturé X nombre de minutes dans la gestion de ce dossier-là. Est-ce que c'est cohérent avec la demande des copropriétaires? Est-ce que c'est justifié? D'où l'importance de ce travail de vérification des comptes et d'où l'importance chez nous de justifier tout ce qui est mis en œuvre dans l'intérêt de la copropriété, évidemment. Dans le cadre de ces prestations complémentaires et donc dans cette deuxième catégorie, il y a deux choses sur lesquelles j'insiste. La première, c'est que c'est très souple, c'est très malléable. Donc, je reprends généralement un exemple de travaux de rafraîchissement des communs. Vous pouvez nous mandater pour un suivi complet, hein, donc établissement d'un cahier de charges, demande d'offres comparatives, suivi de chantier, réception des travaux, comme vous pourriez uniquement nous faire intervenir ponctuellement, uniquement demander Easy Syndic de récolter 2 ou 3 offres comparatives ou encore uniquement nous faire intervenir en fin de chantier pour bien vérifier que les travaux réalisés par le prestataire choisi par la copropriété ont bien été faites dans les règles de l'art et conformément au devis ou au bon de commande validé par les copropriétaires en amont. Donc, vraiment, c'est très malléable et en fonction donc de vos besoins et de vos desiderata, au cas par cas, eh bien, vous pouvez nous mandater ou non. On n'est pas non plus dans une logique dès le départ, lors d'une mise en place d'une collaboration, de dire, de demander aux copropriétaires plutôt de se positionner quant au fait de toujours faire appel à Easy Syndic ou jamais appel à Easy Syndic. Donc, c'est vraiment au cas par cas, de nouveau, en fonction de ce qui se passe de manière prévue ou imprévue, que les copropriétaires se positionnent quant à la mission octroyée et donc au mandat confié à Easy Syndic pour la gestion de ces petits dossiers en cours d'année. Deuxième chose dont je vous parlais, laquelle j'insiste, pardon, en présentation, c'est qu'on fait toujours une distinction entre le caractère commun et privatif de notre intervention. C'est-à-dire que si Easy Syndic est sollicité pour une demande personnelle, individuelle, qui ne concerne pas la copropriété, mais peut-être l'un ou l'autre copropriétaire individuellement, eh bien, les prestations complémentaires seront facturées au copropriétaire en privatif, et donc non pas à la copropriété. Exemple, on a un évier bouché dans un appartement, il s'avère qu'après intervention du plombier, c'est pas la décharge commune qui était bouchée ou qui posait problème, c'était le siphon au niveau de l'installation privative du propriétaire ou de l'occupant, eh bien, justement, on n'impute pas ça à la copropriété, c'est pris en charge de manière privative par le copropriétaire concerné. Même chose avec peut-être une porte d'entrée d'appartement, effectivement, c'est du privatif et donc là, ça ne concerne de nouveau pas la copro. Si par contre, on est sollicité pour une demande commune au sein de la copropriété, là, à ce moment-là, Easy Syndic facturera les prestations complémentaires en commun avec une répartition en fonction des quotités et donc des millièmes que vous représentez individuellement, au même titre que les honoraires de base dont on a parlé tout à l'heure, ou en fonction du moins de ce qui est repris dans les statuts, puisqu'il y a dans certaines copropriétés parfois des honoraires qui sont répartis autrement qu'en fonction des quotités, hein. Moi, j'ai déjà eu des copropriétés où les honoraires sont répartis en parts égales en fonction du nombre de lots, etc. Mais donc, on applique véritablement ce qui est repris et indiqué comme disposition dans les statuts de votre copropriété. J'aime bien toujours dans le cadre de cette deuxième catégorie de prestations, reprendre un exemple concret, par exemple la gestion d'un dossier sinistre. Un dossier sinistre, ça se gère exactement de la même manière en copropriété que si vous habitiez seul dans votre maison unifamiliale. C'est quoi? C'est déterminer l'origine du sinistre, prendre les mesures conservatoires, demander un devis pour la réparation des dégâts, soumettre ce devis à la compagnie d'assurance au moment justement de cette déclaration du sinistre, éventuellement être là
lorsque l'expert mandaté par la compagnie vient sur place parce que la compagnie a décidé de ne pas indemniser sur base d'un devis, mais donc sur base d'une expertise, signer le PV, renvoyer ça à la compagnie et percevoir l'indemnisation dans le but d'indemniser le copropriétaire ou les copropriétaires sinistrés. Eh bien, ça se gère exactement de la même manière en copropriété et donc on laisse l'opportunité aux copropriétaires de pouvoir également assurer cette gestion sans frais complémentaires. Si par contre vous décidez de nous mandater, eh bien là, vous connaissez le principe, on facture le temps passé en plus dans les dossiers, évidemment à la demande du copropriétaire sinistré ou de la copropriété. Et même principe pour éventuellement des travaux, procédures urbanistiques, etc. Donc ça, c'est vraiment cette deuxième catégorie, totalement à la carte, en fonction de vos besoins et de vos desiderata. Vous décidez donc de passer par EasySyndic ou non. La troisième catégorie, là, je reviens un petit peu chronologiquement en arrière. Pourquoi? Parce qu'en fait, je reviendrai sur le slide précédent, mais je vais quand même faire apparaître ici cette grille tarifaire que vous avez normalement reçue si vous êtes là aujourd'hui pendant cette vidéo de présentation. C'est un coût fixe et unique qu'on demande à la copropriété lorsqu'on reprend l'immeuble en gestion. C'est un montant de nouveau qui est dégressif, hein, donc plus il y a de l'eau, moins ça coûte d'argent évidemment à la copropriété. Et ça, c'est un coût fixe et unique qu'on demande la première année pour couvrir tout le travail de mise en place et de création de la copropriété et pour que la copropriété soit sur les rails hein, et gérée dans les règles de l'art. Évidemment, cette présentation vous sera également envoyée à la fin donc, de celle-ci et dans ce mail récap, vous aurez la présentation PowerPoint, la grille tarifaire une nouvelle fois et d'autres petits documents qui pourraient vous être utiles si vous souhaitez mettre en place une collaboration avec EasySyndic, mais ça, j'y reviendrai en fin de présentation. Je reviens sur le slide précédent et donc je reviens sur tout ce travail de reprise qui doit être effectué au moment où on engage notre responsabilité, donc à partir du moment où on a une décision formelle de la copropriété de travailler avec nous. Donc ce coût fixe et unique couvre en réalité trois phases qui sont très importantes. Première phase, que j'ai plutôt tendance à qualifier d'organisationnelle et administrative, avec le fait de se mettre en relation avec l'ancien syndic, qu'il soit bénévole ou professionnel, de récupérer tous les documents, toutes les archives de la copropriété, d'analyser l'acte de base, vérifier ce qui est du commun, du privatif, comment doivent être réparties les différentes charges au sein de la copropriété, donc créer des clés de répartition spécifiques pour bien répartir les dépenses au sein de la copropriété entre les propriétaires. C'est également le fait de reprendre tous les fournisseurs et tous les contrats pour faire en sorte que toutes les factures arrivent chez nous et faire en sorte qu'on puisse les honorer. On va évidemment reprendre mandat sur les comptes bancaires. Si vous n'avez pas encore de compte bancaire, nous allons nous occuper d'ouvrir des nouveaux comptes bancaires au nom de la copropriété. Quand je dis des comptes bancaires, en tant que syndic, on a l'obligation d'avoir un compte à vue, un compte épargne pour bien distinguer le fonds de roulement du fonds de réserve. Donc, malheureusement, il y aura d'office un compte courant, un compte épargne ouvert pour votre copropriété, comme c'est le cas pour toutes les copropriétés que nous avons en gestion. On va évidemment faire l'ouverture comptable sur base des informations transmises par les copropriétaires ou par le syndic professionnel lorsqu'on reprend l'immeuble. Puis au-delà de ça, il y a également l'inscription à la banque Carrefour des entreprises. On doit se référencer en tant que syndic professionnel avec le numéro d'entreprise de la copropriété. Si au moment où on entre dans la danse, vous n'avez pas encore de numéro d'entreprise, on se chargera de demander l'attribution d'un numéro d'entreprise hein, auprès des autorités compétentes. Évidemment, au-delà de ça, on va créer les propriétaires, les lots hein, et les clés de répartition telles que je vous en parlais là tout de suite. Et donc ça, c'est vraiment pour cette première phase, on va dire, de mise en place. Deuxième phase, également comprise dans les frais de création, c'est une phase plutôt technique. En réalité, on vient à l'immeuble et on vient visiter votre copropriété, principalement les espaces communs. Les espaces privatifs ne nous regardent pas. En tant que syndic, on est là pour gérer les communs, non pas pour gérer les appartements. Et justement, l'idée de cet audit, c'est de passer au crible fin l'enveloppe technique du bâtiment. Évidemment, petite parenthèse, s'il y a des soucis constatés dans différents appartements dont l'origine est commune et que les copropriétaires veulent qu'on jette un coup d'œil dans les appartements pour constater des éventuels dégâts dans le cadre de sinistres ou autres, évidemment, on peut visiter ces appartements-là aussi, mais en tout cas, on ne force pas le passage, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est vraiment à la demande des copropriétaires ou en fonction des problèmes qui sont constatés dans l'immeuble pour lesquels il y a une prise de décision qui doit être mise en place. Mais donc, on se concentre sur les espaces communs. L'objectif, c'est
de faire le point sur l'enveloppe technique du bâtiment, donc l'année de construction, est-ce que l'électricité des communs est conforme, est-ce que votre ascenseur est conforme, si vous en avez un, en matière de prévention incendie, est-ce qu'il y a des mesures ou des dispositifs à mettre en place, quel est l'état de la toiture si on y a accès, l'état des façades, pignons, etc. L'objectif de cet audit, évidemment, c'est de se familiariser avec la copropriété, parce que gérer une copropriété sans l'avoir vue et sans la connaître, ben, ça me paraît compliqué, voire inconcevable, mais c'est surtout de préparer la troisième phase qui, elle aussi, est couverte par les frais de création, hein, de reprise, qui est en fait une première assemblée générale extraordinaire qu'on appelle assemblée générale de lancement. Et lors de cette assemblée générale de lancement, nous allons reparcourir toute la copropriété dans son intégralité. Et on va voir avec les copropriétaires, au-delà du fait de réorganiser la copropriété en interne pour vous garantir un maximum d'autonomie et d'indépendance, s'il n'y a pas des décisions qui doivent être prises à court terme, moyen ou plus long terme, voir un petit peu quels sont les impacts, quelles sont les conséquences que ces décisions pourraient avoir sur la copropriété. Comment peut-être donner un ordre de priorité en fonction des projets que vous avez, en fonction de ce qui doit être mis en place au sein de l'immeuble, tant d'un point de vue technique, juridique ou encore légal. Et donc, l'idée justement de cette assemblée générale, c'est de parcourir toute la copropriété dans son intégralité et d'avoir une photo de la copropriété au moment où on a engagé notre responsabilité et de voir un petit peu qu'est-ce qui doit être entrepris comme démarche au sein de l'immeuble pour que celle-ci soit gérée dans les règles de l'art, conformément à la loi et en fonction des différentes demandes des copropriétaires. Nous, on a un ordre du jour, évidemment, par défaut, d'une trentaine de points, qui permet de balayer l'immeuble complètement, mais les copropriétaires peuvent également rajouter des points à cette première assemblée générale. Et s'il y a des choses à discuter, eh bien, ce sera le moment de mettre ça sur la table et d'avoir le syndic justement pour vous aiguiller, vous accompagner, parfois jouer le rôle de médiateur aussi quand la situation est parfois conflictuelle entre copropriétaires. Et donc, tout ce processus de reprise se termine avec l'Assemblée générale extraordinaire de lancement. Donc, dès notre nomination, on s'occupe de tout ce processus, hein, tout le boulot administratif et organisationnel, l'audit technique, et puis vous avez une Assemblée générale dans la foulée qui clôture véritablement tout ce processus de reprise, et donc qui est couvert par ce montant unique demandé la première année, tel que vous le voyez apparaître à l'écran. Évidemment, eh bien, comme je vous le disais, ce montant varie en fonction de la configuration de l'immeuble. Il n'est pas rare, évidemment, dans le cadre d'une remise d'offres, de pouvoir vous fournir aussi une proposition de contrat concrète dans laquelle vous allez retrouver tout ce qui est couvert de manière un peu plus exhaustive par le montant mensuel. Qu'est-ce qui potentiellement fait l'objet, hein, de prestations complémentaires ainsi que tous les tarifs qui y sont associés et qu'est-ce qui est également couvert par ces frais de création uniques demandés la première année pour tout le travail de transition et de mise en place. Donc, en résumé, avec ces trois catégories de prestations, ben, vous voyez qu'effectivement, par rapport à un syndic traditionnel au niveau du petit graphe, ça reste avantageux, surtout au tarif mensuel avec lequel on travaille. Et justement, l'idée, c'est d'avoir ben, peut-être une première assemblée générale un peu plus chère avec ces frais de création qu'il faut véritablement percevoir comme un investissement aussi sur le long terme, mais de dire, OK, ben, peut-être qu'on a une première année qui est un peu plus chère, mais à partir de la deuxième année, ben là, c'est clairement beaucoup plus concurrentiel et beaucoup plus avantageux que de passer par un syndic classique traditionnel qui ne fonctionne pas avec un modèle à la carte. Et donc, la première année est effectivement plus chère puisqu'on a les frais de reprise plus le montant mensuel pour la gestion courante. Par contre, à partir de la deuxième année, on laisse tomber évidemment les frais de création, on reste uniquement sur ce montant mensuel. Et pour ce qui est des prestations complémentaires, eh bien, celle-ci reste à la carte sur toute la durée de la collaboration. Vous aurez toujours un choix à faire sur oui ou non, on décide de confier l'une ou l'autre démarche supplémentaire à Easy Syndic, en sachant que si Easy Syndic est mandaté, on reste sur cette facturation des 84 euros de l'heure, mais toujours par tranche de 10 minutes. Vous avez quelques bullet points ici, hein, importante. Donc, tarif avantageux, mais je crois que c'est assez clair. L'autonomie des copropriétaires, on en a parlé. Formule claire et transparente, tout est repris évidemment dans nos contrats, hein, de manière très transparente. C'est vrai que nos contrats font 16 pages, mais avec un modèle comme le nôtre, on n'a pas d'autre choix que d'être hyper transparent et noir sur blanc d'indiquer ce qui est couvert ou non dans cette formule, donc dans ce montant mensuel, et qu'est-ce qui potentiellement fait l'objet d'une facturation extraordinaire pour que les copropriétaires en aient évidemment conscience. Neutralité, impartialité, obligation évidemment déontologique en tant que syndic, on doit agir dans un intérêt commun et non pas dans l'intérêt des copropriétaires, hein, pour éviter tout conflit d'intérêts évidemment. Information online, ben oui, on met tout
en ligne, hein. Donc, en fait, on crée un identifiant avec un mot de passe pour chacun des propriétaires. Et évidemment, vous avez toute la base de données de la copropriété qui est mise en ligne avec acte de base, PV, contrat, bon de commande, devis, clôture comptable annuelle et toutes les informations utiles et nécessaires à la bonne gestion de votre copropriété. J'ai indiqué communication privilégiée par email entre syndic et propriétaire. Ça n'empêche qu'on reste évidemment joignable par téléphone. Et j'insiste là-dessus, on n'est pas du tout un syndic 100% digital, hein. On est situé avenue Louise, au numéro 251. L'ensemble d'un peu plus de nos 40 collaborateurs travaillent sur site et donc on est tout à fait joignable. Vous pouvez passer au bureau, évidemment. On n'est pas un syndic 100% digital qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Pas du tout. Vraiment, l'idée, c'est de privilégier la communication par email, mais on est évidemment joignable par mail et par téléphone et éventuellement aussi sur rendez-vous à la demande de la copropriété. Mise à disposition des salles des assemblées générales, ben, je vous en parlais tout à l'heure, hein, dans le cadre de cette première catégorie, à savoir les prestations usuelles. Au niveau de l'organisation des assemblées générales, soit on les organise chez nous au bureau sans frais, donc ça fait partie du montant mensuel. Ça peut également se faire sous forme de visioconférence, mais à la demande de la copropriété. Pas de problème, ça fait également partie de ce montant mensuel, ça ne représente aucun frais supplémentaire. Si par contre vous souhaitez que l'organisation de cette assemblée générale se fasse en dehors de nos bureaux en présentiel, donc c'est à savoir si le syndic doit se déplacer pour tenir l'AG, soit à l'immeuble, soit dans un café ou louer une salle, etc. Là, il y a par contre un forfait déplacement de 80 € qui est facturé à la copropriété. Donc, deux options sans frais supplémentaires chez nous au bureau, dans nos salles d'AG ou en visio. Si on doit se déplacer, troisième option, un montant forfaitaire de 80 € facturé à la copropriété une fois par an à diviser entre les propriétaires en fonction de nouveau des millièmes et des quotités que vous représentez individuellement. Concrètement, si vous êtes intéressé, hein, par nos services, que ce soit ceux d'Easy Syndic ou éventuellement d'autres syndics professionnels, ou si vous voulez désigner un syndic bénévole, la démarche et le mode opératoire est le même. En fait, vous avez deux options qui s'offrent à vous. Si vous voulez éviter toute la lourdeur administrative que représente une assemblée générale organisée en bonne et due forme, vous avez la possibilité de prendre une décision à 100%, donc l'unanimité hors AG. J'insiste 100%, même si on a un copropriétaire qui n'a qu'un garage, lui-même doit donner un accord, puisqu'il est concerné par la copropriété. Il fait partie intégrante de la copropriété. Il doit donc se positionner également sur la désignation du syndic. Donc 100% d'accord, pas besoin de passer par une assemblée générale. Cet accord est retranscrit à l'unanimité avec un accord de tous les propriétaires dans un petit PV d'AG hors syndic, on va dire ça comme ça, qui fait office de décision formelle et non contestable, donc pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit opposable. Si effectivement l'accord à l'unanimité n'est pas envisageable, deuxième possibilité, c'est de passer par une assemblée générale. Et en assemblée générale, il n'y a plus besoin d'avoir un accord à l'unanimité, donc 100%. Il suffit d'avoir un accord à la majorité simple, donc 50% plus 1, attention, en fonction des quotités que les copropriétaires présents ou représentés représentent au moment de l'AG. Petite parenthèse, pour qu'une assemblée générale puisse valablement délibérer, il faut que ce qu'on appelle le double quorum soit atteint, hein. Donc, il faut qu'il y ait au moins donc, plus de la moitié des copropriétaires présents ou représentés et que ces copropriétaires représentent plus de 50% des quotités dans les communs. Imaginons, il y a 7 propriétaires, mais il faudrait qu'il y ait minimum 4 copropriétaires sur 7 et que ceux-ci représentent plus de 50% de quotités dans les communs. Il y a 6 propriétaires, il en faut également 4 sur 6. Donc, c'est plus de la moitié des copropriétaires présents représentés et plus de 50% des quotités. Quand ce double quorum est atteint, l'Assemblée générale peut valablement délibérer et prendre des décisions en fonction des propriétaires présents ou représentés une nouvelle fois sous forme de procuration. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite vidéo de présentation, hein, donc cette petite présentation PowerPoint qui sera de toute façon envoyée à tous les inscrits, même si vous avez des copropriétaires qui s'étaient inscrits qui n'ont pas pu assister à l'Assemblée générale. Il y aura un gros mail récapitulatif qui sera envoyé avec cette présentation, un lien WeTransfer qui permettra de télécharger cette vidéo de présentation et qui pourra être visionnée à tout moment. Je vais arrêter le partage. J'ai vu qu'il y avait quelques petites réactions dans l'onglet questions-réponses. Je vais prendre celui-ci ici. Alors, première question.
Les frais d'entrée incluent-ils une reprise de la gestion des prestations usuelles avec effet rétroactif pour une situation en souffrance de gestion portant sur plusieurs mois de l'exercice en cours? Alors oui, alors les frais de reprise couvrent un réencodage comptable, généralement de l'année en cours. S'il faut revenir 2, 3, 4, 5 ans en arrière et réencoder toute une comptabilité depuis plusieurs années, ben là, effectivement, il y a une facturation complémentaire qui est établie. Par année comptable, il faut compter entre 2 et 3 heures de prestations complémentaires à 84 euros de l'heure. Mais si on est effectivement sur 6 mois, 10 mois de réencodage dans un exercice en cours, eh bien là, alors à ce moment-là, c'est intégré dans les frais de création. Il n'y a pas de facturation complémentaire. On va réencoder tout l'exercice en cours depuis la dernière situation approuvée, validée par les copropriétaires. Donc, si effectivement il s'agit juste d'un réencodage de l'année en cours et de revenir quelques mois en arrière, pas de problème, ça fait partie des frais de création. Si je dois réencoder 2, 3, 4 ans en arrière, ben là, effectivement, on rentre dans un système de prestations complémentaires. Mais voilà, j'aurais tendance à dire que ça dépend toujours aussi un petit peu du cas par cas. J'ai des copropriétés qui n'ont peut-être pas eu de comptabilité pendant 2, 3 ans, où en fait, il n'y a rien en commun à part une assurance ou d'électricité des communs. Mais là, effectivement, ça ne prend pas 2 à 3 heures d'encodage comptable hein, par année. Donc, c'est vraiment au cas par cas en fonction de ce qu'il y a lieu de réencoder dans la comptabilité et dans la copropriété. On peut faire le point ensemble et voir si effectivement on peut inclure ça dans les frais de création, même si on a 1 an ou 2 ans et qu'il y a très peu de factures. Voilà, je suis ouvert aussi à la discussion. Je ne suis pas là non plus pour bombarder et facturer un maximum de prestations complémentaires. Quand ce n'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. Ce serait compliqué de facturer 3 heures d'encodage comptable s'il y a 10 factures sur 365 jours. Donc, je suis toujours ouvert à la discussion aussi et on peut évidemment en discuter. Point 17 de la Convention, l'ACP peut-elle refuser une proposition d'assureur parésie syndic? Alors oui, alors il faut savoir que dans la Convention, c'est que si vous rebondissez déjà sur une de nos dispositions, c'est qu'effectivement, dans notre Convention, on se réserve le droit éventuellement de choisir un nouveau courtier ou une nouvelle police assurance incendie. Alors il faut savoir qu'on ne modifie aucun contrat quand on reprend l'immeuble en gestion. Pourquoi on prévoit cette clause dans notre contrat? C'est très simple et très transparent. Ça arrive encore, ça peut paraître fou, mais il y a des immeubles que je reprends qui ne sont pas assurés. Et donc, en prévoyant cette clause, ben, quand j'engage ma responsabilité et que je me rends compte qu'une copropriété n'est pas assurée contre l'incendie, la première chose que je fais, c'est de prendre contact avec un courtier, une compagnie d'assurance pour faire couvrir la copropriété. Et donc, moi, je ne peux pas gérer une copropriété qui n'est pas couverte. Mais donc, si vous avez une police assurance incendie qui est en place, nous, on va évidemment demander une offre concurrentielle et on va challenger tous les contrats que vous avez au sein de la copropriété. Ça fait partie des frais de création. Et donc, à ce moment-là, eh bien, ça n'engendre aucun frais supplémentaire puisque c'est couvert dans les frais de création et on ne prend aucune liberté. On arrive avec des alternatives et des solutions sur la table au moment de l'Assemblée générale extraordinaire de lancement et les copropriétaires décident si oui ou non ils veulent changer de courtier ou de police d'assurance incendie. Mais donc, on n'impose rien. En fait, en termes de contrat, c'est quand on est dans l'urgence et qu'on se rend compte qu'effectivement l'immeuble n'est pas assuré ou que la compagnie décide unilatéralement de ne plus couvrir l'immeuble parce que la statistique sinistre n'est pas bonne ou autre, mais que là, on prend les mesures qui s'imposent et on fait couvrir l'immeuble le plus rapidement possible. Les compagnies d'assurance choisies avec courtier, incendie, bâtiment avec RCPJ souscrite ou à souscrire avec un courtier du choix. L'ACP peut-elle perdurer par l'ACP? Peut refuser des syndics non désirés par l'ACP. Alors, c'est pas très clair au niveau de la question, mais si la question c'est de savoir si vous avez le choix sur le courtier et les compagnies d'assurance, évidemment, nous on ne reste que l'exécutif, hein. Donc, il faut bien garder en tête que les copropriétaires restent décisionnaires. Donc, moi, je ne peux pas imposer des fournisseurs, des contrats au sein de la copropriété. Je vous dis, la seule chose que je peux faire, c'est évidemment mettre en place un contrat d'assurance si je me rends compte que l'immeuble n'est pas couvert. Ouais, c'est dramatique, hein. On ne peut pas gérer une copropriété sans qu'elle ne soit assurée. Qui doit signer la convention avec Syndic pour le compte de la CP? Ben, vous pouvez soit mandater un copropriétaire qui va la signer au nom de la copropriété. Généralement, ce qu'on fait, c'est que la convention, on la signe au moment où on organise la première assemblée générale de lancement. Il faut savoir que pour pouvoir commencer ma mission, le seul document dont j'ai besoin pour pouvoir justifier ma nomination auprès des organismes financiers et autorités compétentes, c'est un PV d'Assemblée générale qui me nomme syndic. Sans PV, je ne peux rien faire, strictement rien faire. Je ne peux pas demander l'attribution d'un numéro d'entreprise, je ne peux pas me référencer auprès de la BCE, je ne peux pas demander à récupérer mandat sur les comptes, ni même ouvrir des comptes bancaires. Donc, c'est vraiment le PV qui est indispensable pour pouvoir engager ma responsabilité.
Bien sûr, si la convention est signée dès le départ, c'est très bien aussi, mais ce n'est pas un élément indispensable pour pouvoir gérer votre copropriété dès demain s'il le faut. Généralement, on rajoute ce point à l'ordre du jour de la première AG de lancement, on en discute avec les propriétaires s'il y a encore des questions ou besoin d'informations complémentaires, et à la fin de l'AG de lancement, on signe le contrat. De toute façon, notre mission est engagée au moment où on reçoit le PV d'Assemblée générale. Donc, que le contrat soit signé ou pas, moi, dès que j'ai une décision d'AG, eh bien, je peux commencer ma mission. Euh, Quelle plateforme utilisez-vous? S-Syndic You? Non, 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 non. C'est notre site internet hein, pour l'accès en ligne. Donc en fait, quand vous allez sur notre site internet, vous avez un petit onglet Login propriétaire. Vous vous connectez et vous avez accès à toute la base de données de la copropriété. Avec quelle banque travaillez-vous? Acceptez-vous de travailler avec banque en ligne à l'étranger? Ben, à condition éventuellement qu'elle soit susceptible d'accepter les copropriétés. Nous, on travaille principalement avec Belfus, KBC, ING et BNP. Pourquoi? Parce que Argenta et d'autres banques que j'ai sollicitées, Nagelmakers, Crélan ou autres, ne sont pas spécialement favorables à l'idée de travailler avec les syndics et pour les copropriétés. Donc, c'est très compliqué d'avoir une autre alternative que les quatre banques dont je vous ai parlé. Si effectivement il y a une alternative qui peut être mise en place, pourquoi pas, mais il faut aussi les Codax et Isabelle pour pouvoir faire les paiements en ligne, etc. Bonjour, merci pour cette présentation. Avec plaisir. Quelques questions d'ordre pratique. Vous mentionnez le suivi des travaux, sinistres, etc. Qui serait alors en prestation complémentaire? Quid du suivi des contrôles et des entretiens d'un ascenseur? Est-ce également bien compris dans les prestations de base? Alors, il faut savoir que effectivement, dans les montants mensuels des prestations usuelles, eh bien, il y a également le suivi au niveau des contrôles périodiques réalisés par l'organisme de contrôle SECT qui agit soit trimestriellement, soit semestriellement au sein de la copropriété. Si votre ascensoriste est certifié ISO 9001, les contrôles sont semestriels. S'il ne l'est pas, c'est trimestriel. Et tous les rapports des contrôles périodiques sont envoyés au syndic. Nous, ils sont analysés en interne. On vérifie effectivement ce qu'il est repris dans ce contrôle, dans le rapport. On envoie à l'ascensoriste en charge des entretiens et on voit s'il y a une levée de remarques qui est nécessaire. S'il y a une levée de remarques qui est nécessaire, on demande à l'ascensoriste en charge des entretiens de fournir un devis qui est transmis au copropriétaire. Assurez-vous le suivi des entretiens, certifications pour ascenseurs, cela fait partie du forfait annuel. Ben ça, on en a parlé. Après, voilà, on ne se déplace pas sur place. Si on doit se déplacer sur place pour être là le jour où l'organisme de contrôle ou l'organisme en charge des entretiens vient sur place pour réaliser celui-ci, ben là, il y a une facturation complémentaire qui est établie. Ben, dans les copropriétés qu'on a en gestion, on laisse faire l'organisme en charge des entretiens, on laisse également faire l'organisme SECT et tous les rapports sont transmis au syndic, analysés, vérifiés évidemment, comme je viens de vous en parler. Si j'ai bien suivi, pas de problème à avoir une reprise en cours d'année comptable. On pourrait donc envisager une reprise cet été, juillet-août, alors maintenir la régularité de l'AGO en octobre-novembre. Oui, pas de problème. Donc ça veut dire que si effectivement on est désigné à partir de demain comme nouveau syndic, on peut tout à fait organiser une assemblée générale octobre-novembre pour discuter de la comptabilité suite à notre réencodage, discuter de la copropriété dans son intégralité et à cette assemblée générale d'octobre-novembre, déjà fixer l'année, enfin l'AG de l'année qui suit puisqu'en fait, on fixe chez nous les AG un an à l'avance pour faire en sorte que les copropriétaires soient au courant hein, et puissent s'organiser de telle sorte à ce qu'ils soient un maximum présents aux assemblées générales. Donc, pas de problème avec ça. Les renégociations ou modifications des contrats fournisseurs sont-elles incluses dans les prestations usuelles? C'est inclus dans les prestations de reprise. Donc, dans les frais de reprise, le fait de mettre en concurrence, de challenger les contrats que vous connaissez, mais on ne renégocie pas pardon, d'année en année proactivement. Si par la suite, hein, au-delà du travail de reprise, il faut renégocier les contrats, là, ça engendrerait une facturation complémentaire. Mais la première année, on le fait d'office dans les frais de création et ça ne représente aucun frais supplémentaire. On le fait de base par défaut pour chaque immeuble qu'on reprend en gestion. Quel est le droit de regard des copropriétaires sur les comptes bancaires? On peut organiser un mandat de consultation, mais vous n'avez pas accès aux comptes bancaires pour faire des paiements. Mais on peut organiser un mandat de consultation qui vous permet d'avoir une vue sur tous les versements qui sont réalisés depuis le compte de la copropriété. Il suffit de compléter quelques petits documents, que vous soyez connu auprès de la banque, et à ce moment-là, vous avez une vue directe sur les comptes bancaires, mais vous ne pouvez pas faire de paiement puisque notre responsabilité est engagée. Si un propriétaire fait une petite dépense pour le compte de l'ACP, comment est-il remboursé? Le remboursement est-il payant? Non, le remboursement n'est pas payant. On a toute une série de documents types prévus à cet effet, des documents style note de remboursement, note de frais. Et donc, il suffit au copropriétaire d'annexer à cette note de remboursement le justificatif de la dépense, un ticket de caisse ou éventuellement une facture dans un intérêt commun, de nous envoyer cette note de remboursement. On reçoit la note, on la met en paiement
on la paye, on intègre ça dans la comptabilité, ça fait partie de notre mission de base, à savoir les prestations usuelles. Et donc, ça ne représente aucun frais complémentaire, cette gestion financière et comptable, puisqu'on n'intervient pas à la base, on sait pas nous qui allons acheter quoi que ce soit où nous intervenons pour cette prestation. Donc, les copropriétaires avancent de l'argent et se font éventuellement rembourser derrière via le compte de la copropriété. C'est le syndic qui s'en occupe. Gestion courante, comptable financière, c'est couvert par le montant mensuel. Et il y a des documents prévus à cet effet pour faciliter ce remboursement avec le nom de la copropriété, le nom du propriétaire, le justificatif, le montant, le compte bancaire du copropriétaire sur lequel le remboursement doit être fait, la signature, la date, etc., pour bien intégrer ça dans la comptabilité et que ça puisse servir de pièce justificative d'un point de vue comptable. Qui détient les archives papier de l'ACP? Alors, dès le départ, quand on engage notre responsabilité, on va récupérer tous les documents, toutes les archives papier chez l'ancien syndic. On va tout éplucher, analyser, scanner, centraliser, donc digitalement chez nous en interne, tout ce qui est nécessaire et tout ce qui doit être mis en ligne dans l'espace client. Toutes les archives papier dont je n'ai pas besoin, on les remet après à la copropriété et elles sont conservées à l'immeuble. Je ne garde pas toutes les archives papier des copropriétés qu'on reprend en gestion, malheureusement. Après, ce n'est que la première année, puisque les années suivantes, tout sera digitalisé chez nous, pardon, et donc je n'aurai plus d'autres archives papier à vous remettre les années qui suivent. Mais c'est vrai que la première année, s'il y a beaucoup d'archives papier, on les remet à la copropriété, puisque moi, je ne garde pas toutes les archives de toutes les copropriétés qu'on a en gestion, parce que si je devais procéder de la sorte, ben, je ne verrais plus mes collègues, hein, tellement il y aurait d'archives. Le commissaire aux comptes est-il un copropriétaire ou quelqu'un des syndic? Ah ben non, c'est d'office quelqu'un d'externe au syndic, puisque l'objectif, c'est de contrôler notre travail. Et donc, chaque année, il y a ce travail de vérification des comptes qui doit être fait. Mais donc, l'objectif, c'est de vérifier notre travail. On ne peut pas nous-mêmes vérifier notre travail. Il y aura un énorme conflit d'intérêts. Donc, légalement, il faut que ce soit un copropriétaire qui s'en occupe, soit une fiduciaire externe. Généralement, dans les petites copropriétés, ce rôle est endossé par un propriétaire. C'est assez simple. En plus, vous avez notre département comptabilité à disposition. Cette vérification peut se faire à distance, elle peut se faire au bureau sans frais complémentaires. Vous pouvez poser vos questions, vous avez le comptable à disposition, etc. Donc voilà, c'est le copropriétaire qui endosse le rôle. Si aucun des copropriétaires n'est valablement mandaté en assemblée générale, moi, en tant que syndic, je dois désigner une fiduciaire. Mais désigner une fiduciaire externe, ça représente de nouveau un surcoût à la copropriété. Pour un travail de vérification des comptes, on tourne aux alentours des 400-500 euros hors TVA. Je pense que ce sont des frais facilement évitables, d'autant que vous avez le comptable à disposition, vous avez tous les documents qui vous permettent de faire cette vérification dans le but de pouvoir approuver les comptes en AG. Donc, vraiment, généralement, les copropriétés qui passent par une fiduciaire externe au moment de la vérification des comptes sont généralement des copropriétaires ou des copropriétés où c'est conflictuel entre eux copropriétaires. Ou alors il y a un climat de confiance qui est totalement absent et donc ils préfèrent passer par un organisme tiers, externe, pour procéder à cette vérification. Mais généralement, je vous dis, dans 99% des copropriétés qu'on a en gestion, ce rôle de vérification des comptes est endossé par l'un des copropriétaires valablement mandaté en assemblée générale. C'est un point par défaut à chaque AG. Donc, à chaque AG annuel, il faut reconfirmer le mandat du commissaire aux comptes ou éventuellement mandater quelqu'un d'autre s'il y a une tournante qui se met en place. Concernant les banques à l'étranger, nous avons nos comptes chez Swan, qui est partenaire avec la plateforme Syndic Yourself que j'avais tenté d'utiliser en tant que gestionnaire. Avez-vous d'autres propriétés dont les comptes sont chez Swan? Non, non, je n'ai aucune copropriété dont les comptes sont chez Swan. Autre question, le fait qu'il s'agisse d'une banque en ligne, en plus d'être à l'étranger en France, nous pousserait donc pas à rouvrir des comptes dans une banque plus habituelle. Je dois voir. Moi, je ne connais pas cet organisme bancaire, donc j'ai pas l'opportunité de pouvoir vous donner une réponse ferme et claire à ce sujet. Je vais devoir peut-être me renseigner pour voir s'il est effectivement possible de travailler avec un tel organisme. Si pas, bon, pour nous, c'est pas très compliqué d'ouvrir des nouveaux comptes bancaires. Alors, il suffit de clôturer les anciens comptes et de rouvrir des comptes. Après, avoir un petit peu en termes de conditions, parce que je sais que les frais bancaires pour les copropriétés sont quand même conséquents. Ils ont explosé ces dernières années. Il faut voir si, premièrement, c'est faisable de fonctionner avec Swan, avec Codice, Accès Isabelle, etc. Si oui, pourquoi pas? Si pas possible, ben, on devrait ouvrir de nouveaux comptes bancaires et voir quelle est la meilleure alternative et la moins coûteuse pour la copropriété. Mais je ne connais pas. Je ne connais pas cette alternative et cet organisme bancaire justement pour gérer les copropriétés. Donc, il faut vraiment voir en fonction de ce qui est envisageable. Voilà, là, je préfère ne pas m'avancer plutôt que de vous dire des bêtises.
Quelle est la durée des contrats? Un an. Voilà, un an de ça, c'est fixé contractuellement. Si la copropriété souhaite mettre fin à notre mission en cours d'année, c'est tout à fait possible. Et pour ça, il faut nous envoyer un courrier recommandé, validé de nouveau à l'unanimité, hein. Je fais directement référence à ce qui a été repris tout à l'heure dans la présentation. Donc, si on a un accord à l'unanimité envoyé par courrier recommandé hors AG, décidé par la copropriété de mettre fin à notre mission, il y a juste un préavis de 3 mois qui s'applique. Il n'y a pas d'indemnité supplémentaire en cas de rupture anticipée. Les 3 mois de préavis qui s'appliquent, donc 3 fois le montant mensuel. Si par contre, vous mettez fin à notre mission en assemblée générale ordinaire, eh bien là, notre mission prend fin à la fin du mois civil au cours duquel a lieu l'AG. Donc, il n'est pas question de nouveau d'avoir des indemnités ou des frais supplémentaires en cas de rupture, que ce soit par courrier recommandé en cours d'année ou en assemblée générale. Donc là, ça prend fin directement à la fin du mois duquel vous avez votre assemblée générale ordinaire avec le syndic et qui est planifiée d'année en année. Voilà, je pense avoir fait le tour des questions. Je n'en ai pas d'autres, en tout cas, sur la table. Peut-être une dernière. Quand recevrons-nous le replay de la réunion? Ben demain. Demain matin, je vais envoyer un mail récap à tous les inscrits avec justement la présentation, le lien WeTransfer pour retélécharger ça et également un petit PV type qui pourrait être utilisé afin de désigner EasySyndic si vous souhaitez mettre en place une collaboration. Donc, dès demain matin, pas la première heure parce que j'ai d'autres rendez-vous, mais dans la matinée, normalement, au plus tard midi, vous avez ce mail récap avec justement cette possibilité de téléchargement. Mais, merci pour les remerciements. J'espère avoir été le plus clair, le plus précis possible et que cette vidéo de présentation a pu apporter des éléments de réponse que vous attendiez, euh, peut-être qui vous a permis de nous découvrir aussi. Je propose que, n'ayant plus de questions, on en reste là. De toute façon, je reste joignable par téléphone ou par mail. Vous aurez évidemment mes coordonnées dans le mail récapitulatif si vous ne les avez pas encore sous la main, mais ça m'étonnerait. Je reste également disponible si vous voulez qu'on en discute de manière un peu plus personnelle, sous forme de rendez-vous au bureau, en visioconférence, à l'immeuble, en rencontrant les propriétaires, etc. Donc voilà, vraiment, je suis flexible. À partir du moment où vous êtes intéressé, s'il y a des rendez-vous qui doivent s'organiser, ça ne représente aucun engagement, aucune tarification, aucune facturation. Donc c'est vraiment sans frais, sans engagement. Je préfère conscientiser un maximum les copropriétaires et que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde avant de déboucher sur une collaboration quand il manque encore l'une ou l'autre information, ça peut engendrer de la frustration dans le chef des copropriétaires. Donc voilà, s'il est question de se rencontrer, discuter encore de nos services ou faire connaissance avec les propriétaires, venir visiter l'immeuble, etc., pour discuter de l'une ou l'autre chose un peu plus précisément, sachez que je suis disponible et on peut tout à fait organiser ça en fonction de nos agendas respectifs. Écoutez, voilà, je pense qu'on peut en rester là. Je vous remercie en tout cas à tous pour votre présence. Merci pour les questions posées, l'interactivité. Je trouve ça super intéressant à la fois d'avoir la présentation d'Easy Syndic, mais surtout de pouvoir entendre les autres questions qui sont posées. C'est toujours bon de tendre l'oreille. Il y a parfois des questions auxquelles on n'a pas pensé et avoir les éléments de réponse en direct, c'est toujours très intéressant et ça permet aussi d'élargir entre guillemets le spectre et d'avoir un maximum d'informations. Merci à tous. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vais couper l'enregistrement et clôturer donc cette séance d'information. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. J'espère à très bientôt et sachez que je reste disponible en cas de besoin. Au revoir. Merci pour votre présence, pour votre participation. Bonne soirée à tout le monde.